Et ils se considèrent comme frères et sœurs déjà Oui, ou pas? absolument. Ouais. Oui. Ils ont combien de temps de différence, ces deux enfants? Ils ont 9 mois de différence. 9 mois, oui, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Pourquoi avoir adopté plutôt que de fabriquer un deuxième bébé? Bon, j'avais déjà vécu en Haïti étant enfant pendant 3 ans et j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de parents et j'avais vu une misère absolument incroyable et j'avais été très très sensible à ça. Et j'avais toujours pensé, si un jour je suis dans une position où ça m'est possible, j'aimerais bien adopter un enfant. Et j'aimerais bien aussi pouvoir concevoir, avoir un enfant. Donc, lorsque j'ai rencontré mon mari, ça a été une des premières questions que je lui ai posées. Et il m'a dit immédiatement oui. Oh. D'accord. Comment on fait, Daniel, pour transformer un acte cruel, à savoir un enfant qui change de parents, en acte d'amour qui finalement fait le bien de tous, aussi bien ses autres parents que vous, qu'elle même? Oui, alors je pense que dans cette histoire, dans ce malheur, il y a eu la possibilité de ne pas... je sais que ses parents l'aimaient, je sais que ses parents l'aiment, et je voulais pas... je me suis dit, pourquoi enlever à cet enfant qui a des parents qui l'aiment, des parents? Pourquoi lui enlever quelque chose? Plutôt lui donner tout, les autres parents, puisque en fait, nous, en tant que parents adoptifs, on a ce pouvoir, cet incroyable pouvoir, en fait, on a... Tous les pouvoirs. Oui. On a les pouvoirs d'envoyer simplement une photo une fois par an avec une lettre peut-être, si on sait que les parents sont en vie, peut-être au travers d'un orphelinat. Ou alors, on a le pouvoir aussi, quand c'est possible et quand l'histoire le permet, d'avoir le courage d'aller voir ces gens et de... Le courage ou l'inconscience, pardonnez-moi, mais ça peut aussi faire des dégâts. Je pense, dans mon cas, je n'ai pas eu l'impression que ça a demandé du courage, mais il y a beaucoup de gens qui ont très très peur de ça. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Et en fait, à ce moment-là, lorsque j'ai rencontré les parents de Stéphania, toutes les barrières sont tombées. On était des êtres humains et attention, débarquement d'enfants. Il y avait quelque chose de très important. On va essayer de comprendre comment s'est passée cette histoire à travers ce reportage et puis on reviendra plus en détail sur comment s'est construite cette petite famille que vous voyez à l'image. Voici donc le reportage de Mathieu Huchet et de Olivier Dorin. Lequel on va choisir, Samuel d'Arbre? Stéphania? Il faut un petit, un pas trop grand, un pas trop grand. Voilà Stéphania, elle va avoir 4 ans le 24 décembre. Elle est avec nous depuis donc 11 mois et c'est son premier Noël avec nous. Est-ce que le Père Noël va t'apporter quelque chose, Stéphania? Qu'est-ce qu'il va t'apporter le Père Noël? Shelly. Stéphania a vu le jour en Haïti. Placée dans un orphelinat, elle a été adoptée par Daniel et Jorg, un couple franco-allemand installé à Francfort. Super. Bravo Stéphania, tu es forte. Maman, regardez qu'elle se... Et Daniel et son mari auraient pu avoir un enfant naturel, mais après la naissance de leur fils Samuel, ils ont fait le choix d'adopter une petite sœur. Oui. Viens là, viens. Tu vas voir, dans le papier, il y a les boules de Noël. Viens. Daniel, vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Stéphania? Vous l'avez eu dans les bras ou la première fois où vous l'avez vue? Elle était très, très, très calme. Et je l'ai prise dans mes bras et je l'ai assise avec ses jambes de chaque côté. Et son cœur battait très, très vite. Et j'ai compris qu'elle avait très, très peur. J'arrêtais pas de la regarder. Je regarde. J'avais même pas eu de photo d'elle avant. Maman. Donc je savais pas du tout à quoi elle ressemblait, ni comment elle était. On m'avait dit quelque chose, mais on aurait pu dire ces choses-là de n'importe quel enfant. Comme ça, haut? Non, en haut c'est moi, mais en bas c'est Stéphania. Oui. Regarde comme elle a bien fait, Stéphania. C'est moi qui ai fait ça. Elle apprend très vite, Stéphania? Oui, incroyablement vite. Au début, on avait des problèmes pour se comprendre. Et elle était assez frustrée. Et je crois qu'au début, il y a eu beaucoup plus de crises parce qu'elle était assez frustrée de ne pas s'exprimer, de ne pas pouvoir s'exprimer, aussi de ne pas pouvoir comprendre. Et il faut dire que c'était assez difficile d'arriver dans une maison où il y avait 3 langues dès le départ. Et puis bon, maintenant, elle n'a plus de problème. Hein. Tu comprends, Stéphania, tout ce qu'on se dit? You understand in English und auf Deutsch auch, oder? Ja. Qu'est-ce que c'est ça? Chocolat. Bravo. Qu'est-ce que c'est ça? Sucre. Sucré.
Peut-être que plus tard, ils se poseront des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même couleur? Bon, mais Stéphania sait très bien qu'elle est née d'une maman couleur chocolat. Elle dit ça. Elle dit que sa maman a la couleur chocolat. Et donc, ça explique la différence de peau. Mais on a expliqué aux enfants que les parents sont les gens qui élèvent l'enfant. Tout ce qu'on a dû faire pour arriver jusqu'à Stéphania, ça a été tellement long, tellement incroyable et rempli d'émotions. C'est comme un accouchement. Bye bye Stéphania, au revoir. Au revoir chérie. Certains te disent que rien ne remplace le lien du sang. C'est pas comparable, adopter un enfant de quelqu'un d'autre et le lien du sang. Ils ont peut-être pas essayé. Pour vous, il n'y a aucune différence, vraiment, au fond de votre chair On a dû s'habituer à Stéphania. Il est clair qu'on connaissait Samuel depuis la naissance. Et j'étais plus habituée à Samuel. Je le connaissais très très bien. Donc quand il pleurait, par exemple, je savais pourquoi il pleurait. Alors que pour Stéphania, c'était pas le cas et j'ai dû apprendre à la connaître. Mais je sais pourquoi elle pleure maintenant. Si elle pleure, je sais pourquoi elle rit. Je sais ce qui la fait rire. Je sais ce qui lui fait plaisir. Et toi aussi, Samy, ok? Oui. Fais comme ça. Voilà, voilà. Un Père Noël. Look, Samuel, look at Stéphania, she's cool. Je pense que mes enfants ont une meilleure relation entre eux que beaucoup de frères et sœurs. Ils se disputent pratiquement jamais. Bon, de temps en temps, ça crie un peu, mais en règle générale, il n'y a pas... Bonjour. Ils s'aiment beaucoup et ils se protègent. Ils s'aiment beaucoup, vraiment. Peut-être qu'on les a bien préparés. Mais je pense qu'ils ont un caractère compatible aussi. Je sais pas. C'est peut-être ça. Et Samuel protège Stéphania? Oui, et Stéphania protège Samuel. Bonne nuit. Bonne nuit. Lors de son passage en Haïti, Daniel a retrouvé et rencontré ses parents biologiques, 2 mères, 2 pères. Stéphania a 4 parents qui s'écrivent et échangent des photos. Maman est venue et moi et ma Kenson et papa Vilvert. Et c'est où ça? C'est où? Tu sais où c'est? Non? En Haïti? En Haïti, oui. D'accord. Parti seul chercher Stéphania, Daniel a voulu tout filmer. Hey! Yeah, she's lovely. C'est ton papa, Stéphania, ça. Fais un bisou à ton papa. Fais-lui un bisou. Et après une si longue période d'attente et d'incertitude, c'est tellement super de voir Daniel et Stéphania pour la première fois. Parce que bien sûr, on n'avait vu aucune photo avant, on ne savait pas à quoi elle ressemblait. En fait, on avait eu juste une description de la part de Daniel. Non? C'est Stéphania. Des images pour que sa famille sache d'où elle vient, des images pour que sa fille n'oublie pas son histoire. Stéphania, tu as chaud? Oui, hein, il fait très chaud. Hein. Viens, maman, t'essuie avec son pull. Quand c'était... En fait, on revenait juste de l'orphelinat. On avait été dire au revoir à toutes ses amies parce que Stéphania était très, très déprimée. Et on était retourné à l'orphelinat pour dire au revoir à tout le monde. Hein. Tu avais dit au revoir à tes amis. Tu te rappelles? Après, tu m'as dit maman. Elle a pris ma main et elle s'est rapprochée de moi et elle a dit je viens avec toi. Et donc, quel soulagement ça a été pour moi parce que j'avais vraiment peur. Je me suis dit et si jamais maintenant elle ne peut plus repartir avec moi. Elle te demande ta maman est venue et ton papa Vilvert? Moi aussi. Moi aussi, il me manque. Dès que possible, on retournera les voir de toute façon. Moi, j'aime beaucoup ses parents aussi, donc... Mais pour vous, c'est pas dur? Parce que c'est être confronté au fait que voilà, que c'est pas l'enfant de votre chair. Non, pour moi, c'est vraiment pas dur. Je l'ai accepté, on voulait adopter un enfant, donc je savais très bien que ce serait l'enfant né à d'autres personnes.
Et via Internet, Daniel explique son point de vue aux autres familles adoptantes. Mieux vaut la vérité plutôt que l'oubli. Mieux vaut les lettres échangées avec les parents plutôt que le silence. Chère famille, aujourd'hui nous sommes heureux de vous écrire juste pour vous faire savoir comment nous avons la joie dans notre cœur d'avoir trouvé les photos de Stéphania, Samuel et de Monsieur Jörg. Nous sommes joyeux parce que nous voyons que c'est un beau papa et c'est vraiment une bonne famille. Et nous vous remercions pour votre sagesse, bonté. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Et nous vous disons merci, merci et merci. Je sais que ses parents aiment Stéphania, j'en suis sûre. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne la voulaient pas. Je pense juste que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Les parents pensaient que Stéphania allait avoir une vie meilleure. Et je sais très bien que pour nous, Européens, assis sur nos chaises confortables, ça paraît une idée absolument incroyable. Mais quand je parle avec des Haïtiens, ils me disent souvent « Mais enfin, tu ne te rends pas compte, pourquoi tu te sens coupable? Tu ne te rends pas compte de la chance qu'elle a. » Ses parents biologiques, c'est aussi une partie d'elle. Et si je lui disais « Tu sais, tes parents ne sont pas bien, je ne sais pas, ils t'ont abandonné, ils ne t'aiment pas », quelque part, elle sentirait qu'une partie d'elle n'est pas bonne puisqu'elle vient d'eux. Et en fait, c'est le contraire. Je suis heureuse, j'aime ses parents. Vraiment, je les aime sincèrement. Tu applaudis, Stéphania. Vous les aimez sincèrement, ces parents? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez ressentir pour des gens que vous connaissez à peine, en fait? Ça va au-delà des mots. Vous savez, lorsque j'ai dit au revoir à ses parents à l'aéroport, parce qu'en fait on s'est vu 3 fois et je leur ai demandé s'ils voulaient venir nous dire au revoir, et en fait on a vu ça sur les images. J'ai dit à Stéphania, tout doucement dans son oreille, Stéphania, dis au revoir à ta maman. Et Stéphania s'est tournée vers sa maman et lui a dit au revoir maman. Et sa maman s'est approchée d'elle et elle s'est approchée de moi et elle m'a touchée avec son doigt. Elle m'a dit, et elle a dit à Stéphania, c'est elle ta maman maintenant. Et j'ai eu vraiment des larmes aux yeux et je me suis mise à pleurer. Je dis non, ne dis pas ça, toi aussi tu es sa maman. Et vraiment c'est comme ça que je vois la chose. Vous avez l'impression d'élever votre fille ou d'élever sa fille? C'est ma fille et sa fille. C'est ma fille parce que je l'élève et je l'aime et elle est là et je l'aime autant que Samuel et je la protège autant que Samuel et je ferai tout pour elle, autant que je le ferai pour Samuel. Mais elle est aussi sa fille, elle est née d'elle. Et ce serait difficile pour moi d'ailleurs de dire autre chose, puisqu'elle a la même couleur de peau et elle lui ressemble tellement. Parlons de l'éducation que vous donnez à chacun de vos enfants. Vous nous avez dit que vous essayez de leur donner évidemment autant d'amour, de faire aucune distinction, mais qu'il arrive parfois que vous vous occupiez un petit peu plus de Stéphania pour qu'elle soit nickel, selon vos propres termes. Oui, c'est vrai que je suis consciente du regard des autres sur ma fille. Et c'est vrai que je sais très bien, je réalise par exemple que si un jour mon fils et ma fille, si j'emmène mes enfants dans un jardin public et que les enfants jouent et que mon fils a un trou au pantalon, peut-être que personne ne le remarquera, alors que si ma fille a une petite tache sur sa robe ou un trou à sa robe, on va dire ah oui, évidemment, ces pauvres gosses. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que quand ma fille va dans un magasin quand elle a 14-15 ans, on la suive à la trace pour voir si elle va pas piquer quelque chose à l'étal âge. En fait, je pense que si des parents adoptifs adoptent un enfant noir, c'est vraiment une utopie de se dire que le racisme n'existe pas et qu'on ne protégerait pas vraiment nos enfants. Il faut être vraiment vigilant et il faut vraiment se mettre à la place de nos enfants. Noir ou par exemple indien, je vais demander à Christian Demortier de venir nous rejoindre, peut-être pour nous donner son point de vue. Christian, vous avez écouté cette histoire avec beaucoup d'attention, vous allez nous raconter votre point de vue à vous. Bonsoir, bienvenue. Bonne poigne. Christian, vous avez été adopté, vous êtes un enfant adopté à l'âge de 2 ans et demi, vous étiez en Inde, à Pondichéry, dans un orphelinat, et ce sont donc un couple de Français qui sont venus... De Belges, pardon, qui sont venus vous chercher. Vous vous souvenez de ces moments-là? Vous en avez des traces? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une thérapie qui a simplement signalé un choc intériorisé quand je suis arrivé à Zaventem, donc, qui est l'aéroport belge, qui fait qu'il y avait une espèce d'euphorie, d'idéalisation de la part de ma famille adoptive. Et je pense que j'ai pas eu le choix. Je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu une espèce d'idéalisation. Et en fait,
ce choc qui était intériorisé du fait de la différence de pays, de couleurs, etc. Ce choc s'est révélé par après. Aujourd'hui, vous définissez votre adoption comme ratée? Absolument. Oui. C'est-à-dire que vous avez coupé les ponts à 19 ans avec vos parents adoptifs. C'est pas exactement ça. Vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ça fait combien de temps que vous ne les avez pas vus? Ben, en fait, ça fait une dizaine d'années, disons. Ouais. C'est pas moi qui ai coupé les ponts. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment donné où, au départ, c'est vrai, quand on voit Stéphania, c'est vrai qu'au départ, quand on est petit, moi-même, j'étais petit indien, c'est vrai que j'étais très mignon, une espèce de petit bébé exotique, et c'est vrai qu'on a un regard tout à fait différent vis-à-vis des enfants qui sont exotiques. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce d'idéalisation. Et puis malheureusement, j'ai grandi et j'ai l'impression d'avoir été jolie, exotique, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, puisqu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes de différence et de racisme. Que vous avez ressenti à l'école, autour de vous? Oui. Quand je dis vous avez coupé les ponts, vous me reprenez, ça signifie quoi? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les années qui passent, on ne se rend pas toujours compte qu'on est malheureux. C'est-à-dire quand on est enfant, quand moi j'étais enfant, j'étais premier de classe, assez surdoué à l'école. Je savais même lire avant d'entrer à l'école primaire, alors que bon, je suis arrivé à 2 ans et demi en Belgique. Et donc, on se dit c'est merveilleux. Et je pense que je voulais répondre à l'image idéale de mes parents adoptifs qui voulaient faire de moi partir d'un petit pauvre et en faire un petit Européen bien éduqué et bien riche. Vous aviez la pression pour l'interview? Je pense que mes parents adoptifs, c'était dans les années 60, donc j'ai été adopté dans les années 60, voulaient réparer leur culpabilité d'être riches en Occident. Et ça, vous leur en voulez pour ça, alors que pourtant c'est un acte généreux? Non, parce que c'est biaisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je fais une distinction entre le désir et l'amour. Le désir d'enfant, parce qu'on parle souvent de ça dans l'adoption, le désir d'enfant, c'est souvent le désir donc pour les parents d'avoir un enfant. Mais pour moi, l'amour, c'est quelque chose de réciproque. C'est bien pour ça que j'ai eu tellement de problèmes avec mes parents adoptifs que j'ai décidé par après d'adopter à mon tour. Je pense qu'en Occident, on montre trop d'images négatives des pays du Sud, pour que ce soit Haïti, l'Inde, l'Afrique. Et je pense que ça crée une culpabilité chez l'Européen. Et de ce fait-là, même s'il peut avoir d'autres enfants, il doit réparer cette culpabilité. Parce qu'il y a quand même, au niveau des médias, on montre quand même très souvent... Mais où est le mal, selon vous? Effectivement, c'est ce que Danielle nous a raconté. Elle a vécu en Haïti, elle a vu la tristesse, et un jour elle s'est dit que peut-être si elle pouvait adopter un enfant... Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre la misère et la pauvreté. Oui. Hein, j'en parle de ça dans mon livre, puisque je relate dans ce livre cet échec de l'adoption. Et j'ai vécu en Inde, je suis retourné à l'âge de 26 ans en Inde, et je me suis bien rendu compte que toutes les images, disons, de misérabilistes qu'on m'avait montrées de l'Inde étaient fort limitées. C'est vrai que quand on arrive à Bombay, à l'aéroport de Bombay, c'est vrai qu'on est choqué. Mais par après, quand on vit avec les Indiens et qu'on se rend compte qu'ils ont finalement une autre sensibilité, je trouve une autre manière de concevoir la famille, beaucoup moins culpabilisante qu'ici. C'est pour ça que vous vous sentez indien et pas du tout européen, quoi. Mais ça, je peux même pas le dire. Quand vous parlez de l'Inde, vous avez le visage qui s'éclaire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Vous êtes sorti chez vous quand vous êtes retourné en Inde? Pourquoi? C'est-à-dire que, bon, indien, pourquoi est-ce que je me sens plus indien qu'européen? C'est parce qu'en Inde, ils me disent que je suis l'enfant du pays, que je suis né là-bas, et si vous voulez, le respect qu'ils ont pour moi, il est affectif. Quand je dis que j'ai été éduqué en Europe, les Européens me disent, bon, tu as été éduqué ici, tu vis dans le confort, tu es universitaire, tu as un beau métier, etc. Et ce n'est pas affectif, mais c'est plutôt cérébral. C'est-à-dire que ce respect vis-à-vis de moi est plutôt cérébral et pas affectif. En fait, ce que vous reprochez à vos parents, que ce soit vrai ou pas de leur point de vue à eux, en tout cas, c'est que c'est pas de l'amour qu'ils vous ont donné, mais que c'est un acte intellectuel ou politique. Oui, c'est ça, voilà. C'est un acte, disons, de réparation. Et que là, il ne peut pas y avoir une relation véritable de parent-enfant sur ces bases-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi aller jusqu'à couper les ponts avec eux? Ne plus vouloir les voir? Parce que c'est de votre fait, hein, ça. Non, c'est pas de mon fait, c'est que je crois qu'il n'y a pas la possibilité d'échec en adoption. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour admettre cette difficulté
d'être adopté et la difficulté aussi d'être adoptant. En fait, la situation idéale, c'est qu'on puisse demander à un enfant s'il veut être adopté, même s'il a 2 ans et demi, quoi, et qu'il puisse être en un état intellectuel de pouvoir répondre. Je crois que de toute façon, il n'a pas l'état intellectuel de répondre, et c'est bien ça le problème. C'est que je me suis rendu compte. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et vous regrettez tout ce que vous avez vécu? Vous avez quel sentiment pour les parents qui vous ont élevé? C'est-à-dire qu'il y a différents sentiments. Je crois que c'est même pas seulement dans les familles biologiques. Il y a, ce sentiment. Mais disons, moi, c'était d'abord une certaine colère, parce que j'avais l'impression qu'ils m'ont vraiment arraché à mon pays d'origine. Et instrumentalisé ou... J'ai l'impression, oui. Ah ouais, carrément, vous allez loin, quoi. Ouais. Daniel a écouté ce jeune homme qui... on comprend que c'est une souffrance qui est profonde. Mais ce que je veux dire quand même aussi, c'est qu'on passe par différents états. C'est vrai qu'au départ, j'ai éprouvé de la colère, maintenant une certaine compassion, mais ma mère, je la comprends, ma mère adoptive, je dis quand même ma mère, ma mère adoptive, ne peut pas admettre cet échec, parce qu'au départ, il y a une idéalisation d'adoption. On veut rendre un enfant venant du tiers-monde riche, si tu veux, enfin riche dans le confort, bon, parfait. Et en même temps, moi, je répondais à cette image de l'enfant parfait. Vous étiez quelque chose avant d'être quelqu'un, en fait. Voilà, c'est ce que vous dites. Ça, oui. Et alors, c'est pour ça que... Vous n'avez pas peur que Soraya, un jour, se pose des questions comme celle-ci? Soraya? Stéphania? Stéphania, pardon. Oui, bien sûr. En fait, je comprends parfaitement ce que dit Christian, et c'est une chose à laquelle nous devons, en tant que parents adoptifs aussi, on doit vraiment réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'on adopte un enfant qui est aussi différent de nous? On sait très bien que quand on sort dans la rue, tout le monde le verra. Et comment est-ce qu'on va le vivre? On aurait pu très bien adopter un enfant dans un pays, par exemple en Russie, qui nous aurait plus ou moins ressemblé, etc. Bon, il s'est avéré que moi, j'avais vécu en Haïti. Donc ce n'est pas par hasard. Vous avez vécu en Haïti, vous avez vu la pauvreté. Voilà, tout à fait. Et donc ça vous a marqué. Voilà, et j'avais un lien avec ce pays que j'aime énormément. J'y ai encore de la famille. Et pour moi, c'était important de pouvoir parler du pays de mon enfant à mon enfant, et de façon positive, même si, je crois que vous avez tout à fait raison, on parle beaucoup de ces pays de façon extrêmement négative, et je comprends aussi ce que vous avez dit quand vous parlez de pauvreté, oui, la pauvreté qui n'est pas forcément la misère. Je sais qu'en Haïti, les gens sont extrêmement pauvres, mais ils sont extrêmement dignes. Et extrêmement riches aussi. Et ils sont extrêmement dignes. Parce qu'il y a aussi la richesse intérieure, il n'y a pas seulement la richesse matérielle. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça dont on ne parle pas assez, à mon avis, dans les médias, et on ne nous éduque pas suffisamment aussi à l'école à nous montrer ces pays qui ont une richesse extraordinaire, mais qui n'est pas effectivement matérielle et matérialisable. Enfin. Oui. Vous regrettez d'avoir été adopté? Oui. Ça fait réfléchir. On va donner la parole maintenant à Frédéric qui est avec nous dans cette assemblée. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous avez été adopté au même âge que Christian d'ailleurs, à 2 ans et demi. À peu près à l'âge de Stéphania, pardon. Est-ce que vous êtes senti, vous aussi, déraciné en grandissant? Ah, pas du tout, bien au contraire. Moi, je trouve que réussite totale, complète. Effectivement,